Culture Soccer. Bienvenue à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, moi-même, Anthony Devarenne à l'animation. Et aujourd'hui, on va vous parler de Gold Cup, de MLS et de sélection américaine. Donc, épisode assez chargé. Et pour ce faire, je suis rejoint par Mathieu Lemay. Vous le connaissez déjà très bien. Ça va bien, Mathieu? Ça va très bien, Anthony. Merci encore une fois pour l'invitation à l'émission. Même si je fais partie de la famille de Culture Soccer, c'est toujours un plaisir de jaser de vive voix avec mes collègues de travail et parler soccer avec vous autres. Ah oui, le plaisir est partagé, honnêtement. C'est toujours plaisant de discuter avec toi et surtout quand c'est des sujets qui nous passionnent autant. Et c'est ça. Et la semaine dernière, on en parlait avec Richard Lewamba de cette Gold Cup qui vient après les grosses compétitions internationales comme la Copa América et l'Euro. Et cette édition, honnêtement, moi, me passionne vraiment beaucoup. Il y a eu les deux premiers quarts de finale qui se sont déroulés hier. On enregistre le dimanche 25 juillet. Et c'est ça, hier, il y avait les deux premiers quarts de finale, soit le Qatar contre le Salvador et le Mexique face au Honduras. Donc, c'était quand même deux affrontements très intéressants. Écoute, Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier quart de finale, le Qatar face au El Salvador. Le Qatar s'en est tiré avec une victoire de 3-2. Mathieu, ça paraît que le Qatar accueille la Coupe du Monde dans à peine un an. Hein? On peut dire ça. Ils sont clairement là comme s'ils n'avaient rien à perdre, mais en même temps comme s'ils se préparaient pour cette Coupe du Monde 2022 de façon à ne pas être qu'un simple figurant. Et c'est un petit peu dans la logique des pays hôtes de cette compétition. On veut toujours bien s'illustrer devant les siens. Et c'est le cas du Qatar qui continue justement pour moi de me surprendre dans cette compétition. Il est vrai que on peut être porté lorsqu'on voit ce petit pays de la sous-estimer. Il est vrai aussi qu'on peut la prendre parfois à la légère, mais d'un autre côté, quand on regarde les forces en présence de la Gold Cup, il reste qu'il y a des sélections qui étaient prenables pour le Qatar si le moindrement la préparation était bien faite en amont. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé. Le Qatar est arrivé dans cette compétition-là exactement dans le but de montrer ce dont elle était capable. Et il y a deux joueurs, moi, particulièrement, qui se démarquent dans cette équipe. Ce sont les deux joueurs offensifs du Qatar là, qui vraiment font flèche de tout bois, match après match. Il y a d'abord Akram Afif. Ces deux joueurs de 24 ans en passant. Ce sont les deux piliers offensifs. Akram Afif qui joue à Al-Sadd et puis son compère qui joue à ses côtés, Almoez Ali, qui lui joue à Al-Duhail. Ces deux joueurs-là ont produit à peu près presque à tous les matchs. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Cela dit, l'adversaire, la sélection du El Salvador, c'est pas l'équipe la plus puissante du tournoi. Et c'est rarement une équipe qui surnage dans ce genre de compétition. Ça reste une équipe stable si on compare, bien entendu, avec notre sélection canadienne qui, avant d'avoir cette sélection dorée, comme aime à dire nos collègues du CS à l'érable, ouais, c'est ça, là, cette génération dorée, comme ça plaise à dire nos collègues du CS à l'érable, Adi Raphaël, entre autres, Alex Super et puis Daniel Cameron, pour ne pas les nommer, et je les salue, soit dit en passant, parce qu'ils vont certainement en parler aussi de la performance canadienne. Mais ça, si on compare au parcours du Canada, le El Salvador a quand même montré un petit peu plus de stabilité, mais il n'en demeure pas moins que, du moins dans cette compétition, le Salvador, c'est pas une puissance. Et on a vu d'ailleurs que pendant la phase de groupe, le Qatar qui bat le Honduras, qui pour moi est une formation généralement assez solide, ça envoyait un message clair. Là, et c'est pour moi, là, ce quart de finale-là, lorsque j'ai vu l'affiche face à cette équipe du Salvador, je me suis dit, il y a des chances que le Qatar continue son parcours. C'est exactement ce qui s'est produit, même si ça a été plus serré que le résultat le laisse croire. Et même si le Salvador a dominé la possession, quand on regarde les chances de marquer, c'est égal de part et d'autre. Et on le voit aussi par les tirs tentés. Bref, le Qatar est une équipe qui est très opportuniste. Ses joueurs fonctionnent à plein régime. Ils ont marqué très tôt. Alors, ça, c'est déjà quand tu ouvres très tôt et que tu t'installes, que tu crées le doute
dans la tête de l'adversaire comme ça dès la deuxième minute avec ce but de Ali, Ouais. ben, clairement, ben, le Qatar a profité a profité du moment présent, si je peux dire, et donc ainsi passe en demi-finale. Évidemment, probablement que face à une grosse puissance comme qui peut être le Mexique, par exemple, ou les États-Unis, on se dit, et là, dans ce cas-ci, ça risque d'être le Mexique, bien sûr, on se dit, ben là, le Qatar va frapper un mur à un moment donné. Mais je pense que le Qatar, on n'était pas venu là forcément pour gagner la compétition, mais on voulait clairement envoyer un message. Et comme tu l'as dit, ça revient à ce que tu disais au début. Quand la Coupe du Monde va se disputer là-bas en 2022, il ne faudra pas prendre cette sélection à la légère, à moins, bien entendu, qu'il se passe plein de choses là, d'ici là. Mais on voit que les meilleurs éléments, ils sont, sont quand même plutôt jeunes. C'est des joueurs de 20 qui vont avoir 25 ans au moment de la Coupe du Monde. Et probablement, on ne sait jamais, hein, c'est souvent ça qui arrive. Si vraiment le Qatar connaît une bonne Coupe du Monde dans la lignée de ce qu'il montre à la Gold Cup, il y a des joueurs qui pourraient intéresser des grands clubs. Parce que les deux noms que j'ai mentionnés tout à l'heure, je suis certain que personne ne les connaissait. Moi non plus, d'ailleurs, avant le début du tournoi. Ouais, et maintenant, il y a des recruteurs qui vont vouloir les prendre. Bref, c'est bien que d'entrée de jeu à l'émission, on souligne cette surprise-là du Qatar. Et maintenant, là, on ne pourra plus dire que c'est juste un simple pays hôte. Mais quand tu regardes l'histoire de la Coupe du Monde, les pays hôtes, en général, offrent de bonnes performances. C'est après qu'on va voir ensuite ce qui va en découler. Il y a des pays qui ont su créer une forme de stabilité après la Coupe du Monde. Je pense à la Corée du Sud, le Japon, entre autres, après 2002, qui ont mis en place des structures intéressantes et des sélections qui reviennent régulièrement. Alors que la Russie, ben, si tu regardes le dernier Euro, ben, après la Coupe du Monde, on a senti une baisse de régime. C'est après cette Coupe du Monde-là de 2022 qu'on va voir si le Qatar s'installe dans la durée. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, le Qatar se met en confiance pour la Coupe du Monde. Et si, admettons, on revient dans la zone CONCACAF, si on se penche sur le Salvador, je n'avais parlé la semaine dernière, mais avant la compétition, c'était seulement 2 buts encaissés en 10 matchs. Ils ont encaissé un seul but face au Mexique. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils encaissent 3 buts face au Qatar. Et c'est tout. Toutes les éloges vont au Qatar. Je pense que mener 2-0 à la 8e minute, ils ont vraiment fait douter le Salvador. Mais j'aimerais ça t'entendre là, au sujet de Joaquin Rivas, le buteur du El Salvador, qui joue également au FC Tulsa en USL Championship. Malgré la défaite, tout qu'un pilier offensif pour cette sélection, hein? Ben, ces 2 buts à l'espace de 3 minutes ont permis au Salvador d'y croire un peu parce que quand même, il faut savoir que le Qatar, j'avais dit tantôt qu'ils avaient ouvert le score très tôt. Ils ont marqué à la 2e et à la 8e minute. Tu mènes 2-0 et ensuite tu bénéficies d'un pénalité à la 55e. Tu mènes 3-0. Normalement, tu te dis les carottes sont cuites, le match est plié. Mais là, 2 buts coup sur coup de Rivas, c'est sûr que c'est bon pour sa confiance et puis ça attire l'attention. Après, ce qui est malheureux, c'est que le Salvador, on sent que ça plafonne au niveau je parle globalement au niveau du développement et la performance de Rivas ne doit pas nous faire perdre de vue que depuis quelques années, la sélection du Salvador plafonne ou n'arrive pas à franchir un cap dans ces grandes compétitions. On se rappellera d'ailleurs que déjà, en se qualifiant pour les quarts de finale, c'est quand même un léger progrès par rapport à la Gold Cup 2019. Elle avait terminé 3e du groupe C et elle ne s'était même pas qualifiée lors de la dernière Gold Cup pour les quarts de finale. Et c'est une équipe qui, justement, peinait à trouver de l'attaque. Là, ils en ont trouvé. Peut-être que ça les a aidés, effectivement, à se rendre jusqu'au quart de finale. Mais encore là, collectivement, au sein de la sélection, ça manque encore d'équilibre. Ça manque encore de ressources pour dire qu'on peut arriver à hauteur de l'adversaire. Mais c'est quand même une équipe qui s'est battue. Il faut leur accorder ça. Ils se sont très, très bien défendus. Ils n'ont pas de vilains joueurs, mais ça reste encore une fois là, quelque chose à construire. Ben, il va falloir le faire très vite parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de vétérans hein, au sein de la sélection salvadorienne. Il y a beaucoup de joueurs dans la trentaine. C'est peut-être la fin d'un groupe. On va espérer que la prochaine génération fasse grimper d'un cran pour les compétitions futures. Sinon, en attendant, ben, ça reste une équipe qui s'est quand même battue à 3-0, qui a eu sa fierté. Et Joaquin Rivas, en ce sens-là, a répondu présent. Et il a permis à son équipe d'y croire encore, mais sincèrement, à 3-0, donc c'était très, très compliqué. Et en fait, quand tu te prends 2 buts dès les 8 premières minutes, c'est clair que le Salvador a mis énormément de temps à s'en remettre. Ils ont pris de l'ascendant seulement à la fin du match, mais voilà, un match, c'est 90 minutes.
C'est pas juste les 30 dernières minutes. Exactement. Et tu parlais de futur et le futur pour le Salvador. Ils se sont quand même qualifiés pour la dernière ronde pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc, ça risque d'être quand même très intéressant. Ils affrontent quand même les plus grosses nations de la CONCACAF. Donc, je ne m'attends pas à les voir qualifier, mais ça risque d'être intéressant parce qu'ils ont quand même, malgré le 3-0, là, ça paraît pas trop, mais ils ont quand même une bonne défense. Donc, face aux grosses nations, j'ai hâte de les voir quand même bien se battre parce que face au Mexique, ça a quand même fini juste 1-0, puis c'était quand même un bon match en levant, là. Donc ça risque d'être très intéressant pour le futur. D'ailleurs, passons directement au Mexique. Victoire assez facile de 3-0 face au Honduras. Tu parlais du El Salvador qui ont atteint un peu un plancher, on pourrait dire. C'est un plafond, pardon. C'est un peu la même chose pour le Honduras. Ces dernières années, rien ne va plus, hein? Oui, en effet. Puis en plus de ça, Romel Kyoto, le joueur du CF Montréal qui jouait à l'attaque, qui a été blessé. En quelque part, quand tu perds un de tes meilleurs éléments, qui connaissait un assez bon tournoi, on va se le dire, Oui. ça s'annonçait compliqué face à une équipe mexicaine qui semble intouchable. Je dis bien semble intouchable parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on est loin de cette époque où effectivement le Honduras, notamment d'il y a 20 ans, était une équipe très, très dominante. Comme beaucoup d'ailleurs de certaines de sélections en Amérique centrale, on semble sur une phase descendante. On a parlé du Salvador, on a parlé du Honduras, on pourrait parler aussi de d'autres sélections. Même le Panama semble descendre quelque peu et le Costa Rica, mais ça on va en parler, j'imagine, tout de suite après. Le Costa Rica, on est très loin de cette équipe qui nous avait épaté à la Coupe du Monde de 2014. Bref, il y a quand même, en Amérique centrale, il y a quand même, je dirais pas un plafonnement, mais il y a quand même là, disons, là, une phase une phase descendante, si je puis dire, et le Honduras n'y échappe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les prendre à la légère, et c'est le genre d'équipe que certaines sélections montantes se doivent de battre à un moment donné si on veut vraiment franchir un cap, parce que il y a le facteur de l'expérience qui rentre en ligne de compte, mais contre le Mexique, évidemment, ce facteur-là d'expérience ne vient pas jouer. Le Mexique, c'est une équipe dominante de la Gold Cup, c'est l'équipe dominante de la CONCACAF. Et en quelque part, malgré les bonnes intentions là, du Honduras, et la perte de Kyoto, c'est une perte offensive très importante. D'ailleurs, ils ont été blanchis. Puis et c'est ça qu'on oublie, le Mexique, on se dit c'est une force de frappe offensive. Et d'ailleurs, leurs 3 buts ont été inscrits en l'espace de 12 minutes. Mais quand tu regardes défensivement comment cette équipe-là joue, on oublie que le Mexique concède très, très peu de chance. Et on l'a pas juste vu à la Gold Cup, on l'a vu lors des qualifications, on l'a vu dans les différents matchs. On se targue du côté des joueurs de Tata Martino d'avoir un équilibre, d'être capable de ne pas concéder à l'adversaire. Donc, en quelque part, c'est ce qui rend ce Mexique-là presque intouchable. C'est que justement, oui, on est capable de marquer des buts, mais on est capable de ne pas en donner à l'adversaire, peu importe ce que l'adversaire va présenter en face. Le Mexique, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on n'arrive pas la tête haute en se disant ouais, c'est un adversaire qu'on va avoir l'habitude de prendre et on va prendre des choses à la légère. On a l'impression que du côté du Mexique, on ne se tanne jamais de gagner. On continue de battre l'adversaire, on ne prend pas à la légère. Ça a encore été le cas contre le Honduras, qui vraiment semblait à court de munitions face à ce Mexique dominant. Ouais, c'est vrai, exactement. Le Mexique on pourrait dire à chaque fois, prend les choses au sérieux. Puis même, même face à une équipe comme Honduras, ils sont arrivés avec un 11 très dominant, avec des Héctor Herrera qui joue à l'Atlético, un Jesus Corona qui joue à Porto. Donc, c'est des gros joueurs là, qui faisaient partie de la formation. Puis honnêtement, je veux manquer de respect à personne, mais quand il y a un Jesus Corona du FC Porto, un Orbelín Pineda de Cruz Azul et un Rogelio Funes Mori de Monterrey aussi dominant, et de l'autre côté en défense, un Menor Figueroa de Houston. Il y a une bonne différence de niveau, là. Faut pas se le cacher. En effet, en plus de ça, je disais que Kyoto n'était pas là, mais on pourrait parler de joueurs comme Albert Ellis, Ouais. l'ancien du Dynamo Houston, qui ne jouait pas non plus. Puis c'est un joueur quand même qui a 25 ans là, et qui est un bon attaquant. Il manquait clairement là, d'éléments là, pour
pour disons, faire face à cette équipe mexicaine. Et comme je le disais, déjà qu'elle concède très peu de buts et que les joueurs prennent cette compétition-là au sérieux, ne semblent jamais se fatiguer de gagner. Parce que souvent, c'est souvent ça la question qu'on se pose dans le milieu du foot. Ça a été posé lors de l'Euro, ça s'est posé aussi lors de la Copa América. On se disait toujours, dans une sélection qui est habituée à gagner, est-ce qu'elle ne finit pas par se lasser? Ben, dans le cas du Mexique, on ne semble jamais s'en lasser. Au contraire, et Tata Martino arrive à les garder l'œil sur l'objectif à chaque fois. Et cette victoire-là de 3-0 qui est assez convaincante, on a beau se dire que c'est contre un Honduras qui est loin d'être la puissance qu'elle a déjà été il y a une vingtaine d'années, mais de l'autre côté, on se dit qui va pouvoir battre encore une fois cette sélection mexicaine. Quand on regarde le fait que la sélection américaine, c'est même pas l'équipe A qui est là, et même au plan, et même pour le Canada, là, si je veux être gentil, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Honnêtement, là, je me risque à une prédiction à l'avance. Je vois mal la Gold Cup échapper au Mexique encore une fois cette année. Parfait. Et tu parles de prédiction. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais ce soir, c'est les deux derniers quarts de finale. Ça se peut qu'il y en ait qui nous écoutent le lendemain, donc ils vont peut-être nous juger, mais on va essayer de faire nos prédictions rapidement entre le match des États-Unis face à la Jamaïque et du Costa Rica face au Canada. Donc, je te laisse aller où j'y vais. Ah non, tu commences cette fois. OK, parfait. Donc, pour moi, du côté des Américains, ils vont se qualifier pour les demi-finales. La Jamaïque, oui, c'est une Jamaïque améliorée avec des binationaux qui jouent en grande partie en Angleterre, un Leon Bailey en très grande forme en provenance de Leverkusen. Mais pour moi, les États-Unis sont peut-être un cran au-dessus, mais je pense pas que ça va être une victoire dominante comme le Mexique face au Honduras. Moi, je dirais avec un 2-1 du côté des États-Unis. Je vais te laisser ta prédiction aussi du côté des États-Unis. Je vais continuer pour le Canada. Moi, je pense que les États-Unis bénéficient de ce que j'appellerais le fait de jouer devant ses partisans à la maison. Ça me permet d'ailleurs de souligner la parenthèse que les stades sont pleins de façon générale seulement quand les Américains jouent, rarement quand ce sont les autres sélections. Ça en dit peut-être un petit peu long sur l'intérêt de la Gold Cup, mais bon, je vais fermer la parenthèse là. Je connais un peu comment les États-Unis, on se rappellera l'histoire olympique et tout, comment il y a un petit peu de chauvinisme des fois lorsqu'il est question de sport et le soccer n'y échappe pas. Mais ça me permet quand même de dire que l'avantage du terrain, ça devrait contribuer à faire la différence dans un match contre la Jamaïque, qui n'est pas une petite équipe non plus. Et tu l'as dit, c'est une équipe qui mise beaucoup sur les binationaux et elle va continuer de le faire. Elle travaille activement à essayer de trouver d'autres joueurs de qualité et justement de miser sur cette binationalité-là pour les faire jouer au sein de la sélection jamaïcaine. Donc, ça va être surveillé. Ça reste une équipe qui a des joueurs très intéressants dans sa formation, qui oscille entre la première et deuxième division américaine. Il y a des joueurs qui jouent en Europe un peu partout, même. Ouais. Je regarde un peu les formations. Moi, personnellement, celui que je connais le plus, c'est Leon Bailey du Bayer Leverkusen. Ouais, mais ça, les gens qui me connaissent savent pourquoi, qui est un joueur très, 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 très prometteur. Mais ceux qui suivent la MLS ou le soccer nord-américain, comme toi aussi, ben, il y a André Blake qui est le gardien de but. Moi, je considère comme un des meilleurs gardiens de la MLS et qui est très difficile à battre. Alors, les États-Unis devront quand même jouer le match et ne pas prendre la Jamaïque à la légère si vraiment elle veut se rendre en demi-finale. Ce qui, je crois, est l'intention de Greg Berhalter et de ses chevaux de course, si je peux dire comme ça. Il va falloir aussi, je pense, étant donné l'absence de titulaires que l'on connaît au sein de la sélection américaine, c'est l'opportunité pour d'autres de justement s'illustrer et de montrer ce dont ils sont capables à leurs sélectionneurs. Il y a une opportunité, quand il y a une opportunité à saisir, en particulier dans un match de quart de finale, c'est le moment justement de le montrer parce que si les États-Unis se font surprendre en admettant que la Jamaïque crée la surprise, ça pourrait influencer Berhalter en vue des futures sélections, en particulier pour les prochains matchs qui s'en viennent rapidement là, pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Coupe du Monde auquel les États-Unis cette fois veulent participer. Alors, il va falloir donc prendre ce match-là au sérieux. Il y a plein de raisons et c'est pas juste d'aller en finale nécessairement là, qui est la chose la plus importante. Il y a des joueurs qui doivent prouver qu'ils méritent
d'être rappelés de nouveau par leur sélectionneur. Donc, il faut qu'ils s'illustrent face à cette Jamaïque qui, elle aussi, c'est une sélection. Lorsqu'elle se présente, il ne faut jamais la prendre à la légère. C'est une équipe très physique, capable de courir aussi, capable de montrer une belle endurance. Puis, il y a aussi une certaine jeunesse. C'est une équipe, une sélection quand même avec plus de joueurs dans la force de l'âge et qui a un peu plus de jeunes joueurs qui sont en progression, entouré de quelques vétérans, là, bien sûr, mais je veux dire, à part Javon Watson, qui a 37 ans, qui est un joueur qui joue avec Oklahoma aux États-Unis, ou Sean Francis, ce vétéran de la MLS qui maintenant est rendu à Louisville, là, c'est plus la MLS, mais quand même qui a 34 ans. Il n'y a pas beaucoup de trentenaires dans cette équipe de la Jamaïque. Donc, il y a des jambes fraîches, il y a des joueurs qui sont là aussi et qui vont vouloir montrer que les États-Unis ne leur font pas peur. Alors, ça va être une demi-finale très intéressante entre ces deux formations-là. Et je pense que tu as raison, ta prédiction de départ, c'est que au-delà du résultat, ça va être un match quand même relativement beaucoup plus serré qu'on croit. Oui, c'est ça exactement. Ça risque d'être. Moi, personnellement, j'aime toujours les matchs États-Unis-Jamaïque parce que en tout cas, dans le passé, là, il y a quand même beaucoup de joueurs anglais, mais dans le passé, la Jamaïque, c'était beaucoup des joueurs qui jouent aux États-Unis, pas forcément en MLS. Donc, c'était une belle vitrine pour les joueurs de USL Championship. Et il y en a encore une fois cette année, comme Junior Flemings, Speedy Williams, qui évolue à Louisville. Donc, c'est des joueurs que j'aime toujours Peter Lee voir. Vassell à Phoenix. Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce genre de joueurs se frotter, on peut le dire, au meilleur de la MLS. Je pense qu'un Matt Turner fait partie des meilleurs en MLS, un Walker Zimmerman aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis si on continue pour le deuxième quart de finale entre le Costa Rica et le Canada, pour moi, ça va être un match, encore une fois, très serré, mais le Costa Rica, c'est plus qu'est-ce que c'était. Ils sont vraiment en reconstruction, un changement en 2 générations. Et je pense que c'est pour ça que le Canada va tenir bon. Puis malgré les absences de Kyle Larin et tout, moi, je pense qu'une victoire de 1-0, la plus petite victoire, moi, je la sens pour le Canada, de 1-0. C'est un match où, justement, pour le Canada, c'est un défi parce que tu es confronté à une sélection qui a quand même une histoire beaucoup plus grande en termes de performance internationale. Je disais tantôt que le Costa Rica avait déjà atteint son apogée lors de cette Coupe du Monde 2014, qui avait été exceptionnelle à plus d'un titre. Elle avait épaté le monde, je dirais même à cette époque-là, mais pas juste à cette époque-là. Hein. Je dirais même que pendant toute la période au début de la décennie 2000, les Ticos avaient une très, très bonne équipe dans ce genre de compétition-là internationale et ils ont eu une belle génération. Malheureusement, tu l'as dit, elle est sur une phase descendante elle aussi. On sent qu'il y a une reconstruction qui se fait progressivement là, au sein de cette équipe. On commence à accueillir une jeune génération, lentement mais sûrement, pour remplacer les quelques vétérans qui étaient là depuis quelques années. Ouais. Mais quand tu regardes, c'est une formation très homogène, hein, quand tu regardes un peu la formation du Costa Rica. C'est peut-être aussi, ça peut être à la fois une qualité et un défaut. Si le Canada sait très bien prendre cette formation-là dirigée par Oscar Ramirez, il y a moyen pour le Canada de réaliser un défi en battant le Costa Rica, malgré, comme tu dis, la perte de tous ces éléments offensifs. On se souvient qu'au début du tournoi, on n'avait pas Alphonso Davis, on n'avait pas Jonathan David. Maintenant, on perd Ayo Akinola, qu'on avait réussi à obtenir au sein de la sélection quand même. C'était pas gagné d'avance avant la compétition. Et Kyle Larin, tous les deux sur blessure. Ça me permet d'avoir un petit sourire en coin dans le cas d'Akinola parce qu'il joue à Toronto. Mais bon, je salue les partisans du CF Montréal qui pourraient nous écouter en ce moment. Mais toujours est-il que pour le Canada, ça représente un beau casse-tête offensif. Mais défensivement, il y a moyen de tenir le coup face à cette formation costaricienne, face aux Ticos qui ont quand même pas des attaquants comment je dirais, explosifs pour l'instant. On a encore comment dire, là, Yohan Venegas, c'est le seul qui a plus de 50 sélections là, à l'attaque. La plupart, ce sont des jeunes qui n'ont pas énormément d'expérience. Au niveau de la défense aussi, il y a un mélange entre un ou deux joueurs expérimentés comme Giancarlo Gonzalez qui joue avec le Galaxy et Matarrita avec New York. Mais après ça, c'est tous des jeunes qui jouent au Costa Rica, à part peut-être Joseph Mora à DC United, mais qui n'en est qu'à quelques sélections à peine.
Au niveau des gardiens de but, il y a des joueurs d'expérience mais qui n'ont pas beaucoup de sélection. C'est que ça semble être un élément qui a un point d'interrogation là aussi. Bref, il y a quelque chose à aller chercher. Surtout que le gardien titulaire au dernier match face à la Jamaïque, Morera, a pris un carton rouge. Donc, ça va être Et le voilà. gardien Esteban Alvarado de Limón, qui est un club au Costa Rica. Là, donc, ça ne sera pas le même genre de Ça gardien sera non pas, plus. oui, en effet, ça C'est- sera pas tout à fait la même chose et tu m'enlèves les mots de la bouche, mais je conclurai vite en disant que je sais que ça m'étonne que tu n'aies pas cité Randall Leal de Nashville avec le Costa Rica. Donc, s'il est là, il va falloir peut-être s'en méfier. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour battre une équipe homogène comme ça, effectivement, il faut pouvoir savoir se préparer et se montrer opportuniste. Mais d'un autre côté, le Costa Rica va miser sur le fait elle est portée par toute cette expérience internationale et le fait que le Canada n'ait pas franchi vraiment un cap et qu'eux aussi vont se dire il leur manque leurs meilleurs éléments, il y a un moyen d'aller chercher un résultat. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être un match serré là aussi. Puis je te rejoins là-dessus, ça risque d'être un match à très faible pointage. Mais le Canada est capable d'aller chercher un résultat. Après, je sais que beaucoup les prédisaient le Canada jusqu'en demi-finale au minimum, considérant la formation de départ, mais avec la perte évidemment de Kyle Larin et puis de Akinola à l'attaque. Si le Canada devait être éliminé, mais en jouant un fort match contre le Costa Rica quand même, il faudra quand même, je ne dirais pas se montrer magnanime, mais en tout cas pas trop sévère non plus. Parce que, bon, on a dit, ça s'est dit au début de la compétition, ce sont les qualifications de la Coupe du Monde qui semblent être de beaucoup l'objectif pour l'équipe nationale canadienne. Mais toujours est-il que là, tu as une opportunité justement mentalement de te bâtir quelque chose en éliminant une formation comme le Costa Rica en quart de finale. Au Canada, d'aller la chercher tout simplement. Mais ça va être compliqué. Ça pourrait être un match un peu ennuyeux, peut-être. Je me risque à dire ça, vu que le faible pointage et la façon de jouer, peut-être, avec les éléments en place là, des deux équipes. Mais voilà, on verra bien ce qui va en découler. On va surveiller ça ce soir avec attention. Exactement, exactement. Et tu parlais de Randall Hill un peu plus tôt. Étonnamment, il était de la partie pour Nashville au dernier match et les autres d'avant. Donc, étonnamment, il n'a pas été pris dans la formation costaricienne. Je voulais te laisser le soin de le dire toi-même. Ah ouais. J'avais juste lancé un appât comme à la pêche pour voir comment tu allais réagir. C'était ma petite pointe humoristique de l'émission d'aujourd'hui. Parfait. Et du côté, et c'est ça pour moi, là, une défaite du Canada face au Costa Rica serait pour moi quand même un échec. Oui, parce que ça voudrait dire que la formation, on parlait de génération dorée, elle n'aura pas franchi ce cap-là de battre une sélection qui a, comme je dirais, une feuille de route beaucoup plus grande que le Canada. Alors, peu importe la sélection présente, la qualité des joueurs en place, sur l'aspect symbolique, ça serait là-dessus, je suis d'accord, un échec. Exactement. Donc, passons à un autre sujet. On va parler de quelques clubs MLS pour un peu voir comment ça se passe et tout. Peut-être revenir sur le dernier match, mais vraiment plus les prendre en globalité. Et le premier club qu'on voulait parler, toi et moi, c'est Atlanta United, qui vient tout juste là, de retirer de leur équipe Gabriel Heinze, l'entraîneur-chef. Écoute, on pensait que ça allait être un grand entraîneur en MLS qui allait transformer les choses à Atlanta, qui allait faire oublier Frank DeBoer. Et finalement, non. Atlanta vient encore une fois de perdre, cette fois-ci contre le coup de Columbus, sur la plus petite des marques de 1-0. Honnêtement, rien ne va plus à Atlanta. Joseph Martinez n'est plus le même que dans le passé. Selon plusieurs sources à Atlanta, les relations entre Martinez et Enze étaient au point mort, en partie en raison des méthodes d'entraînement de Enze qui ne mettaient pas de jour au repos, des quantités d'eau limitées. Donc, en tout cas, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, on croise les doigts pour que la magie et Martinez reviennent en MLS. Mais sinon, là, Atlanta risque de dégringoler assez vite dans le classement parce qu'ils sont à 6 points des playoffs, mais avec seulement 2 victoires en 15 matchs. Donc, ils se sauvent un peu grâce au match nul, mais ça va pas bien Atlanta, hein, Mathieu?
Ben, on se pose la question à savoir si la cause du problème, c'est pas justement au niveau de la direction qu'on avait tant vanté lorsqu'Atlanta a fait ses débuts en MLS. On vantait, même le commissaire Garber avait vanté la méthode de travail d'Atlanta en pensant que ça allait être un peu le modèle à suivre en MLS pour s'inspirer de comment une équipe d'expansion ou même comment une équipe de foot aux États-Unis qui joue en première division professionnelle Ouais. elle pouvait se bâtir, donc pouvait se construire et amener une forme de solidité. Mais on s'aperçoit que finalement, que probablement Tata Martino, l'entraîneur, avait plus que son mot à dire dans la construction de ce club. Parce que depuis son départ, et le départ justement de ces joueurs désignés, mais pas que ça, moi je pense que le départ aussi de d'autres joueurs qui formaient la colonne vertébrale de l'équipe, des joueurs comme Julian Gressel, par exemple, ça a mis à mal la formation d'Atlanta parce que il faut que tu parles des joueurs désignés, ça peut se remplacer. Ce ne sont pas les joueurs désignés qui font la qualité du club nécessairement. Les joueurs désignés sont là, à mon avis, pour transcender une équipe. Mais il faut que tu aies une colonne vertébrale assez solide pour justement avoir une équipe de qualité. Atlanta avait ça lorsqu'elle est arrivée en MLS. Ce n'est plus le cas maintenant, à mon sens. Il y a des joueurs dans la formation qui sont de loin loin de la qualité justement du groupe qui est allé chercher le titre avec Tata Martino il y a de cela 2-3 ans. En quelque part, ça veut dire qu'au niveau du recrutement, ça pose question sur la méthode de travail de Bocanegra et de son équipe. On se demande si finalement la méthode d'Atlanta, le fait que Tata Martino ne soit plus là, c'est pas lui justement avec ses contacts, ses connexions qui a permis ou qui a aidé à Atlanta d'avoir une équipe en amont qui était très intéressante. Et là, maintenant, par la suite, c'est sûr, on essaie de trouver un entraîneur, mais il y a des joueurs qui sous-performent dans cette équipe. Récemment, d'ailleurs, Atlanta a mis fin au contrat du défenseur Fernando Mezza. Ça veut dire qu'on n'était pas, satisfait de ses services. Là, on pense que du côté de l'Argentine, il y a une jeune pépite, Thiago Almada, qui viendrait aider Atlanta. C'est au moment où on se parle, parce que la fenêtre des transferts est ouverte. Atlanta cherche à se renforcer. Mais quand je regarde la manière de recruter au cours des dernières saisons de cette équipe, je me dis, est-ce que justement, il n'y a pas un travail à faire plus en profondeur pour rebâtir la colonne vertébrale de l'équipe avant de penser que des joueurs désignés de renom ou des gros noms comme Lisandro Lopez, qui finalement n'aura fait que passer, ça viendrait renforcer la situation. Et puis, peut-être, dernier point, tu parlais de Martinez tout à l'heure, l'attaquant. Rappelons-nous que sa blessure, souvent, les joueurs mettent du temps à s'en remettre du type de blessure dont Martinez a souffert et qui l'a privé d'une saison complète. Il y a plein d'exemples en Europe qui ont souffert du même genre de blessure et qui ont mis énormément de temps avant de s'en remettre. Hein. On pourrait penser, par exemple, à Falcao, par exemple, qui a mis beaucoup de temps à se replacer, qui a eu le même genre de blessure. Des fois, ça prend plus qu'une année. Et si en plus, tu as un entraîneur qui a des méthodes de travail très contestables, ça me laisse à penser que Gabriel Heinze, dont on mentionnait le nom en Europe il y a quelques années, probablement qu'il va y avoir un peu plus de réticence. Là. Je ferme la parenthèse, mais toujours est-il que si tu contestes sur un Martinez, moi, je suis étonné qu'à Atlanta, on n'ait pas songé au fait que ce genre de blessure, il y a des joueurs que ça prend du temps avant de retrouver ses marques. C'est parce que c'est un type de blessure, tes appuis ne sont pas les mêmes, le confort n'est plus le même sur le terrain, surtout après que tu t'es habitué à jouer de telle ou telle façon. Des fois, il faut que tu réapprennes à jouer d'une autre façon. Et pour un joueur comme Martinez, forcément, c'est plus compliqué. Et quand en plus, là, la structure de ton équipe est un entraîneur avec lequel tu ne t'entends pas, ça se rajoute à l'équation, ça explique là où Atlanta se situe présentement. Je pense que malheureusement, pour cette saison, il va peut-être falloir un peu oublier un possible résultat, à moins évidemment d'une dérape et d'une relance un peu surprise là, d'ici la fin de la saison. Pour qu'Atlanta redevienne l'équipe qu'elle était, il va falloir refaire toute la colonne vertébrale de l'équipe et peut-être repenser le recrutement, tout simplement. Oui, exact. Et tu sais, certains pourraient regarder le dernier match, quand même une courte défaite face au Crew de Columbus 1-0. Mais si ça peut restaurer Atlanta, il y a pire qu'eux, même dans la division. Je vais juste mentionner l'Inter Miami, qui est excuse-moi le jeu de mots, qui est un gros foutoir là-bas. Ils ont beau avoir le directeur sportif de Seattle maintenant. Il y a un très gros travail de construction à faire là-bas, beaucoup plus qu'à Atlanta, selon moi. Oui, bien sûr, bien sûr. On aurait pu parler de l'Inter Miami. Ouais. Mais je voulais en glisser un mot parce que ça me fait tellement rire ce qui se produit en ce moment avec Miami. Non, c'est parfait. On dirait quelqu'un qui s'est démarré une carrière FIFA avec un club.
Ah ben malheureusement, le foot, c'est pas jouer à FIFA C'est ça. 2020-2021 sur ta console de jeu, ou qui pensait que la MLS, ça fonctionne comme il y a 10 ans. Tu vas te chercher des gros noms, des joueurs, des joueurs de joueurs vedettes, et puis ça va aller tout seul. Malheureusement, c'est plus comme ça que ça marche de nos jours. Exact. C'est peut-être un club qui joue bien à la manette, mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est ça, du côté d'Atlanta, oui, il y a quand même plusieurs blessés. Inman, Ibarra, Adams, il y a plusieurs joueurs qui sont partis avec les sélections. Brad Guzan, Georges Bello, Miles Robinson. Mais le mal est plus profond. Ça fait plusieurs matchs. Leur dernière victoire date du 15 mai face nul autre que le CF Montréal. Ça fait C'est un longtemps. match où, franchement, il m'avait pas. Comment dire? C'est pas un match où j'avais l'impression de trouver l'Atlanta qu'on a vu dominant il y a de cela 2-3 ans de ça. Ça a été un match très serré. Puis même, je dirais, Montréal a très bien performé dans les circonstances. Le résultat paraissait même pour plusieurs un petit peu injuste. C'était un jeu en fin de rencontre qui a permis à Atlanta d'aller chercher les 3 points. Mais finalement, c'est. Peut-être que le résultat et la manière dont il a été obtenu, c'était le mirage, justement, qui était le prisme par lequel on voyait cette équipe d'Atlanta. On la voyait peut-être trop belle. On s'attendait à ce qu'avec Debourg, c'était un instant de parcours, mais il semble, comme tu l'as dit, pour reprendre tes mots, le mal est beaucoup plus profond. Et ce match-là contre le CF Montréal n'en a fait qu'illustrer un peu le mirage auquel peut-être même beaucoup de gens dans les prédictions ont placé ou ont vu cette équipe. Oui, exact. Honnêtement, avec l'arrivée d'un entraîneur avec une certaine renommée, peut-être pas une renommée forcément à son poste, mais tu sais, c'est quand même une légende, notamment du foot français. Gabriel Henzé, là, on sentait que c'était un match parfait. Écoute, comme je viens de le dire, une carrière incroyable. Un joueur qui a entraîné en Argentine. On sait plusieurs joueurs d'Atlanta proviennent d'Amérique du Sud. Donc, on sentait que honnêtement, c'était le match parfait. Et finalement, là, ça a tourné en fiasco. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que Atlanta va faire pour se reconstruire. Parce que j'ai l'impression que c'est pas en rajoutant que des joueurs sud-américains dans l'effectif que les choses vont se régler. Il faudrait peut-être que justement les directeurs se penchent sur leur méthode de recrutement. Je ne dis pas que ça ne marche pas d'aller chercher des joueurs en Amérique du Sud, mais parfois, il faut peut-être diversifier un peu. Ben, je l'ai dit tantôt, il y avait des joueurs qui formaient la colonne vertébrale de cette équipe-là qui provenaient pas forcément d'Amérique du Sud. J'ai mentionné Gressel tantôt, c'est un bel exemple. Mais Laurentowicz. rappelons-nous Parkers, le défenseur, qui a pris sa Ouais. retraite. On n'a pas remplacé la brigade défensive de cette équipe. González Pires, là, maintenant, il est parti aller fumer des clopes à l'Inter Miami, là, mais en pensant qu'il est le Sergio Ramos de la MLS. Là, mais toujours est-il que avec Atlanta et avec une équipe qui était, comment dirais-je, les joueurs, chaque joueur était à sa position ou chaque pièce en place formait un tout. On n'a pas l'impression que c'est le cas là, actuellement. Je pense qu'on l'a assez dit et répété. C'est pas le seul club à MLS qui souffre de ce problème-là, mais dans le cas d'Atlanta, il y a vraiment, là, il faut retourner à la planche à dessin. Et qui sait, peut-être que si ça continue à ne pas fonctionner, il va peut-être falloir arrêter de regarder du côté de l'entraîneur et regarder plus haut pour voir s'il n'y a pas moyen là, d'améliorer au niveau de la direction là, tout le staff pour que justement le recrutement soit beaucoup plus cohérent et soit, disons, là, substantielle sur le terrain de façon à ce qu'Atlanta forme une unité collective. Parce que, justement, depuis que Tata Martino n'est plus là, on sent que on dirait que tout l'édifice est tombé avec lui. C'est ça qui est un peu étrange. Oui, ouais, exactement. Et honnêtement, c'est ça. Honnêtement, on peut passer à un autre sujet parce que Atlanta, je pense que cette On a saison, fait le tour de la question. Là. c'est ça, exactement. Penchons-nous sur peut-être une équipe un peu plus positive. Ça va peut-être nous changer les idées. Honnêtement, c'est le LA Galaxy. Oui, qui vient d'être défait 4-0 par le FC Dallas. Quand même une défaite incroyable, mais le LA Galaxy va bien cette saison. Quand même à la 3e place. Et c'est en partie grâce à l'arrivée, je pense, de Greg Vanney au poste d'entraîneur.
également grâce à des additions dans l'effectif. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Galaxy dans les positions de tête dans l'Ouest. Et honnêtement, ça fait du bien. Et peut-être que la solution, c'était tout simplement d'aller chercher un ancien de la maison qui comprend à 100% la culture du Galaxy. Honnêtement, ça va bien cette année au Galaxy, hein, Mathieu? Ben, ça va bien parce que, premièrement, Greg Vanney, on voit à quel point c'est un bon entraîneur. Ses connexions au niveau du recrutement, notamment en France, sont venues aider l'équipe. Je pense entre autres à Ryan Raveloson, ce joueur d'origine africaine, qui a fait d'ailleurs la manchette du journal L'équipe récemment. Ses performances démontrent aussi à quel point l'acquisition de ce joueur-là a été qualitatif là, pour le LA Galaxy. En même temps, le timing était assez intéressant. On se rappellera dans quelles circonstances Vanney avait quitté Toronto, sentant qu'il avait fait un peu le tour de la question après 5 ans pour se lancer un nouveau défi. Et pourquoi pas du côté du Galaxy qui connaissait depuis quelques années, disons, une certaine rechute, beaucoup de problèmes au niveau du recrutement, peut-être une forme de comment dire, là, une zone de confort qui n'avait pas lieu d'être, étant donné les performances de l'équipe. On n'a comme pas trouvé une façon de, malgré le passage d'Ibrahimovic, là, qui a relancé l'équipe de façon temporaire. On a senti que du côté du Galaxy, là, non seulement on ne progressait pas, mais on régressait par rapport à d'autres formations dans l'Ouest. Alors, il fallait absolument se relancer. Et Greg Vanney était clairement l'homme de la situation. Et mieux que ça, Chicharito Hernandez s'est relancé sous sa gouverne. Il est vrai que Chicharito était dans de bonnes dispositions. Il voulait montrer que ce n'était pas un 2 de pique, si je peux me permettre d'utiliser cette expression toute québécoise, après avoir été blessé, absent toute la saison dernière, au point d'avoir été parmi les plus gros flops de la MLS, je pense qu'il voulait montrer qu'il était plus que ça. Et Greg Vanney a su le prendre en main. Et dès les premiers matchs de la saison, on a vu un Chicharito tout feu, tout flamme, clairement qui avait envie de confirmer les qualités que ce joueur-là, que l'on connaissait ce joueur-là. Et ben, voilà les ajouts au sein de la formation. Et il faut l'avouer, il y a quand même des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui ont vu neiger. Hein. On pense à Ledjet, par exemple. Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, Dos Santos, entre autres, qui ont vu neiger, qui ont constitué un petit peu la base de cette équipe. On a juste renforcé les points faibles. On s'est débarrassé là, de joueurs aussi, là, clairement, qui pour reprendre l'expression, qui retardent le groupe, comme Perry Kitchen, entre autres. Bref, on a su apporter un 109 à cet effectif-là pour le relancer. Et c'est d'autant plus intéressant que pendant ce temps-là, son rival, le LAFC, au contraire, n'est plus la puissance que cette équipe-là était il n'y a pas si longtemps. Alors, au niveau de la rivalité là, à Los Angeles, ça prend une autre tournure cette année en MLS. Oui, exactement. Et tu as apporté un bon point. C'est vrai lors de la saison morte, on a beaucoup parlé de Cabral, de Grand-Cyr et même de Georges Villafania qui a rejoint l'équipe, mais Ryan Raveloson fait vraiment office d'une très bonne pioche du côté du Ligue Galaxy. Je pense pas que les... C'est une des meilleures recrues du nouveau venu cette année en MLS. Là, ça ne fait aucun doute. Et t'en parlais un peu, mais c'est vrai que oui, le succès est dû, je pense, en grande partie à Greg Vanney, mais Chicharito a repris confiance. Victor Vasquez, on s'en était ennuyé en MLS, sachant que ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand j'ai vu son nom apparaître et faire son retour, je me suis dit, c'est certain qu'il va aider cette équipe. Je m'étais dit la même chose. Oui, exactement. Et sachant que Clechan a repris confiance sur le terrain de la MLS, un Julian Orojo est vraiment devenu un joueur clé de l'effectif à 19 ans. Et bon, on ne peut pas passer à côté, mais Nick Dupuis en défense, j'adore. Ça, c'est clairement ce que j'appellerais au niveau du choix de carrière, c'est lui qui était attaquant lorsqu'on l'avait recruté, qui est maintenant rendu défenseur et qui s'est trouvé une niche et qui s'est bâti une carrière maintenant à ce poste. C'est tout simplement, c'est une belle histoire, sincèrement. Exactement, qui a joué quelques matchs en MLS, qui est retourné en USL Championship pour apprendre les bases, changer de poste. Et honnêtement, depuis 2019, c'est quand même 31 apparitions avec le Ligue Galaxy. Ouais. C'est exceptionnel. Personne ne s'en attendait. Non, on riait de lui au début, maintenant on rit plus. Non, c'est ça. Je dis que ça fait toujours rire de voir ça, mais c'est toujours au LA Galaxy qu'on voit des changements de position quand même inusités. On a déjà vu Zardes latéral droit, là, Nick Dupuis, défenseur central. J'ai bien hâte de voir Chicharito dans les buts
les prochaines Ouais, saisons. bon, il faut quand même pas exagérer. Et Greg Vanney n'est pas le genre non plus à changer les positions d'un peu tout le monde. Il aime avoir un effectif quand même globalement assez polyvalent avec des joueurs qui sont capables de courir et de tenir le ballon sur le terrain. C'est une équipe qui aime faire le jeu avec Vanney. Lui, il aime ça comme ça. Mais il aime aussi que ce soit cohérent, puis ils veulent que les joueurs se donnent. Donc, en quelque part, il ne faut pas que tu l'embines trop non plus sur le terrain. Il a vraiment su ramener là, ce que j'appellerais une forme de solidité collective au sein de la formation. Et le Galaxy en avait vraiment besoin parce qu'il y avait des joueurs, comme je dis, qui étaient là depuis longtemps, mais qui ne croyaient pas beaucoup à la qualité globale de l'effectif, ou donc qui ne donnaient peut-être pas le maximum à cause de ça. Là, cette fois, on a l'impression que tout le monde met l'épaule à la roue parce qu'on y croit, on croit au système et on se donne à fond pour l'entraîneur. En ce sens-là, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que pour Greg Vanney, il ne sera pas l'homme d'un seul club, c'est-à-dire ce ne sera pas qu'à Toronto qu'il aura réussi à montrer qu'il pouvait réussir. Il pouvait être aussi un bon entraîneur dans un autre contexte. Ça peut être intéressant pour lui, hein, parce qu'on ne sait jamais. Son futur sera peut-être à l'extérieur de la MLS pour Vanney, qui sait? Surtout quand il est encore assez jeune, là, c'est pas l'âge de Bruce Arena. Donc, il y Mais a quand tu beaucoup. regardes ce que Jesse Marsh est devenu, on peut Ouais, se permettre de exact. rêver. Je le disais tantôt, Greg Vanney a des contacts en Europe. On ne sait jamais si son travail peut attirer l'attention de quelqu'un qui, plutôt que de surpayer un entraîneur vétéran qui, bon, on le connaît, mais on le connaît peut-être un peu trop, va peut-être vouloir se risquer avec un entraîneur plus jeune qui est moins connu en Europe, mais qualitativement, la qualité, le sérieux et le professionnalisme. Alors, qui sait ce que ça va donner? On parle déjà du fait qu'il y a de plus en plus de joueurs de la MLS qui attirent le regard des joueurs, des clubs en Europe. Il y a du mouvement qui augmente. On commence à moins mépriser la MLS. Si ça s'applique aux joueurs, pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux entraîneurs éventuellement? Non, c'est vrai. J'essaie de cueillir la balle au bon de ton positivisme. Ouais. Oh, non, mais c'est pas fou. Il a déjà évolué en fait 3 ans à Bastia en France, en Ligue 1. Et honnêtement, tu peux pas être dans un meilleur club que le LA Galaxy pour avoir une vitrine vis-à-vis l'Europe. C'est un club qui est suivi. Des légendes y ont joué. Donc, honnêtement, pourquoi pas Greg Vanney en Europe? Et honnêtement, OK, on a commencé négatif avec Atlanta, on est allé positif avec le LA Galaxy. Honnêtement, Mathieu, on a encore le temps. On va faire une autre petite descente vers les enfers de la MLS. Comme dirait si bien les partisans de Columbus et de Cincinnati, Hell is real, l'enfer est réel. Écoute, Cincinnati, ça va. Du côté de Cincinnati, là, ils viennent de perdre 3-0 face à mon Nashville SC et se retrouvent en 12e place avec 13 points en 14 matchs. Une Alors, des... si je peux me Oui, permettre, Anthony, je vois pas en quoi c'est négatif vu que ton club de cœur a gagné. non, je sais, mais là, c'est négatif pour le FC Cincinnati. Là. On reste objectif. Écoute, c'est une des pires attaques, une des pires défenses. Cincinnati a toujours du mal en MLS et ça me rappelle à un destin en fait, une équipe destinée à rester dans le bas-fond des classements MLS, comme un peu l'avait fait Orlando durant si longtemps. Puis même s'il y a des nouveaux venus comme Luciano Acosta ou Jeff Cameron, qui ont rehaussé le niveau de l'équipe, ben, c'est toujours insuffisant et la pépite Brenner qu'on attendait n'a pas les statistiques du buteur-sauveur pour les Oranges et Bleus avec seulement 3 buts en 14 matchs. Et ça encaisse beaucoup, ça marque peu, comme je viens de le dire. Euh, Encore une fois, je pense que c'est une saison oubliée pour le FC Cincinnati. C'est quoi la solution, Mathieu? Je pense Je qu'on pense a que assez parlé, on a souvent parlé des problèmes depuis les les gens, les dernières gens années. qui me C'est les mêmes. connaissent, pour moi, il n'y a pas de solution magique. Euh, Tu commences par bâtir la colonne vertébrale de ton club et non pas en lançant des sous sur des joueurs désignés comme Cincinnati fait. Ça les a peut-être aidés un petit peu. Ils ont connu une séquence intéressante là, avant de revenir dans ce que j'appellerais le giron de la défaite. Là. Mais une petite amélioration en MLS, ça reste insuffisant quand tu vises plus haut et surtout quand tu es dans une ligue très paritaire, très, très protéiforme, très hétérogène, où justement tu as des systèmes, tu as des clubs dont le projet de jeu est en avance et en quelque part,
ça laisse à présumer qu'il y a un énorme travail au niveau du recrutement, au niveau de surtout aussi de ce que j'appellerais la structure du club à faire. Alors oui, il y a de l'argent, il y a des fans, il y a le nouveau stade, tout est beau, même sans entraîner beaucoup de dépenses. Mais là, maintenant, les dépenses des joueurs désignés, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça ne rapporte pas. Et ça veut dire une chose, c'est qu'on a procédé peut-être à l'envers de la construction de l'équipe. Il fallait renforcer plutôt la colonne vertébrale, c'est-à-dire avec des joueurs locaux ou avec des joueurs qui coûtaient un peu moins cher, mais qui apportent quelque chose peut-être à l'identité de l'équipe. Et c'est clairement, c'est sur ce plan-là que ça fait faux bond, que ça fait défaut pour Cincinnati, tout simplement. On a cru au départ que les joueurs de la deuxième division, parce qu'on oublie que Cincinnati avait été dominant dans les divisions inférieures avant d'arriver en MLS, on a pensé que probablement qu'en évitant de faire un trop gros mouvement et qu'on donnait la chance à des joueurs de se faire valoir en MLS, que ça allait faire une différence. Mais on a semblé manquer de patience à cause de la difficulté de la première saison. Et peut-être qu'on a mal évalué aussi les forces en présence. Et là, on a essayé de chambouler ça avec des grosses acquisitions. On a essayé de faire du mouvement de personnel. Ouais. Finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Mais à travers ça, est-ce qu'il y a un projet? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec Cincinnati? Qu'est-ce qu'on veut refléter? Moi, c'est sur ce plan-là que je me pose la question. Et pour ça, il faut travailler en amont pour que cette équipe-là fasse un peu, tu citais l'exemple d'Orlando, mais Orlando, ça a été le vide structurel pendant des années avant qu'on se décide à faire quelque chose. Et c'est grâce à un entraîneur réputé, entre autres, et aussi avec un recrutement un peu plus ciblé que là, maintenant, Orlando est une équipe dominante. Mais ça a pris du temps. Mais même Montréal, depuis qu'on a un vrai directeur sportif, on voit qu'il y a une différence sur le terrain. Philadelphie, qui s'est construit, c'est l'exemple que je cite souvent, ça a pris 2-3 ans, mais on voit les fruits aujourd'hui. Columbus, ça fait des années qu'ils ont une structure en place. Et même quand on change parfois les noms, il y a quelque chose, il y a une base qui reste, qui est dans la continuité de la précédente. Et ça reste une équipe solide, quoi qu'on en dise. Et souvent, les équipes qui, malheureusement, ça ne débloque pas, tout part, selon moi, de l'orientation, de la direction, de la structure, de la fondation. Je sais que pour beaucoup, je me répète, mais pour moi, c'est surtout dans le contexte de la MLS, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder si vraiment on veut améliorer l'équipe. Et je pense que du côté de Cincinnati, je suis désolé de le dire, soyez patients, ça va prendre du temps avant que vous soyez dans le top 6 là, de la conférence Est. Ouais, puis il y a quand même une belle morale à retenir. Du fait, tu l'as dit, Cincinnati, quand ils sont rentrés en MLS, ils ont voulu, on pourrait dire, tout effacer, recommencer à nouveau pour espérer aller rapidement chercher le haut du classement. Et dans cette défaite de 3-0 face à Nashville, puis tu sais, Cincinnati, là, ça fait quand même longtemps qu'ils sont plus en USL, mais l'entraîneur-chef, c'est qui? C'est Gary Smith. Sur le 11 partant, il y avait qui? Taylor Washington, un joueur qui est là depuis le début pour Nashville, un Brian Anunga qui vient de USL également, et un Matt Lagressa qui est rentré à la 46e minute, qui est là également depuis le tout début à Nashville. Donc, c'est beau de voir que dans la défaite de 3-0, il y a justement l'enseignement que tu parlais un peu plus tôt. Ben oui, mais pour résumer la chose, là, il faut que tu te poses 3 questions quand tu veux construire ton équipe, que ce soit en MLS ou ailleurs. Tu veux d'abord savoir c'est quoi la culture de ton club que tu veux mettre et d'où va découler le projet de jeu. Quelle est ensuite la culture de la ligue où tu évolues? Et la troisième question, c'est comment la culture que tu veux instaurer au sein de ton club va compétitionner par rapport à la culture de la ligue. Et la ligue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ligue hétérogène, c'est une ligue très protéiforme, c'est une ligue très multidimensionnelle, contrairement à des ligues plus homogènes en Europe. C'est ce qui fait d'ailleurs que, pour faire une autre blague avec l'Inter Miami, Gonzalo Higuaín qui pensait qu'elle allait venir en MLS en fumant une clope d'un coin de la bouche comme ça allait être facile. Et il se rend compte qu'en MLS, ça court 2 fois plus qu'en Europe. Ouais. Parce que justement, le caractère hétérogène fait que les joueurs courent et au niveau de la forme physique, c'est très exigeant. Ça fait partie et ça, c'est seulement qu'un des aspects là, de la MLS. Alors, est-ce qu'au côté de Cincinnati, on a compris ça d'emblée lorsqu'il est venu le temps de préparer l'équipe, contrairement peut-être à Nashville, où on a probablement plus étudié la question et on a décidé, par rapport aux moyens de l'équipe, de construire l'équipe dans une autre direction, d'être patient et on a misé sur des joueurs aussi qui avaient de l'expérience en MLS. Je pense à Dax McCarthy, entre autres. On a donc fait un peu un devoir en amont qui était de loin différent de ce que Cincinnati a fait. Et moi, je pense que c'est sur ce plan-là, avant toute chose sur lequel Cincinnati, et on a parlé d'Atlanta tantôt, puis d'autres équipes doivent travailler si elles veulent s'établir non seulement dans la réussite, mais aussi dans la durée dans la MLS. Oui, exact. Je pense que c'est un bon point que tu apportes.
Et c'est ça, honnêtement, la SC Cincinnati va peut-être qu'ils revoient leur façon de faire. Je sais que dans les premières saisons, on avait quand même rabaissé le travail là, du directeur général. Peut-être qu'il s'impliquait un peu trop dans le foot. Et peut-être peut-être qu'il devait se concentrer sur l'administration. Puis écoute, on est encore dans le même problème, là. C'est facile de recruter des stars, mais c'est plus difficile de faire gagner une équipe. Et on l'a vu dans le passé en MLS et ailleurs. Je pense que c'est un peu ça, un peu partout. C'est pas parce que tu as une star qui est censée marquer des buts qui va nécessairement en marquer. Il faut aussi avoir les joueurs pour porter le ballon vers l'avant et défendre derrière. Donc, je pense que encore une fois, cette saison, le FC Cincinnati va peut-être devoir tout remettre en doute. Ah ben, c'est ça. À un moment donné, on oublie que c'est un sport d'équipe, c'est pas juste une somme de talents individuels. Oui, exactement. Et honnêtement, il nous reste un sujet, Mathieu, puis c'est pas forcément positif encore. C'est un podcast écoute, on parle de défaite, on parle de défaite. On Écoute, s'excuse d'avance auprès de nos auditeurs et nos auditrices si vous terminez l'émission en dépression. Hein. exactement, c'est la sélection américaine féminine qui a eu sa première défaite depuis très, très longtemps face à la Suède lors de l'ouverture de ces Jeux olympiques. Une défaite de 3-0 face à la Suède. Tu m'as dit le nombre de matchs en préparant le podcast, Mathieu, mais c'est des années. Oui, ça fait longtemps que on se dit que l'équipe féminine américaine n'avait pas perdu un match. En fait, si je ne me trompe pas, c'était 54 matchs sans défaite pour cette sélection américaine. C'est juste impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est par la manière dont la Suède est parvenue à causer cette surprise, à battre les Américaines. Et ils l'ont pas fait en jouant sur les talons, en jouant un jeu de transition ou la contre-attaque. Au contraire, ils ont attaqué les Américaines à la gorge. Elles ont été agressives. Au contraire, tout le match, elles ont été au contraire elles ont cherché en fait à priver les Américaines du ballon. Et ça, c'est impressionnant de la part des Suédoises d'aborder le match de cette façon-là, sans peur, sans crainte face à ces Américaines qui sont. On se dit souvent que quand tu joues contre ce genre d'équipe, c'est comme si tu perdais déjà 1-0 à l'avance parce que les Américaines sont tellement, tellement intimidantes. Alors là, tu te dis, franchement, là, les Américaines joueraient avec une main dans le dos puis elles seraient encore capables de nous battre. Ben, les Ouais. Suédoises n'ont pas pris comme ça. Ils ont montré une force de caractère impressionnante. Un doublé d'une excellente joueuse, Black Stenius, qui a marqué 2 fois. Et ce que j'ai aimé, c'est que malgré les changements apportés par la sélection américaine, on a fait rentrer à un moment donné à la mi-temps Carly Lloyd pour Alex Morgan. Il y a Megan Rapinoe qui est entrée à la 64e minute. Sauf que 8 minutes après, Lina Hurtig est allée inscrire le 3e but des Suédoises. Alors, en quelque part, on a tué dans l'œuf toute possibilité aux Américaines de croire à une possible remontée. On a enfoncé le cul dans le cercueil. On n'a jamais arrêté du côté de la Suède d'attaquer les Américaines, de les priver de ballon. Ce qui est intéressant, c'est que c'était 2-4-3-3 qui s'affrontaient. Mais chapeau à la Suède d'avoir réussi à créer cette surprise. Maintenant, on va se dire, ça n'empêchera peut-être pas les Américaines d'aller chercher la médaille d'or parce que cette défaite-là va leur servir de piqûre de rappel. Mais on ne sait jamais, ça peut aussi montrer la voie à suivre pour arriver à battre cette équipe-là. Des fois, peut-être au lieu de jouer conservateur, il faut au contraire les attaquer de face, être capable de faire face, les regarder droit dans les yeux, puis à un moment donné, de dire, tant qu'à perdre, on va les perdre justement en s'opposant à eux, en montrant de l'adversité, plutôt que justement de rester sur les talons. Et c'est ça que moi, j'ai aimé de ce match et de la performance de la Suède face aux Américaines. Là, évidemment, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ne devraient pas avoir aucun problème à gagner leurs 2 matchs suivants. Ils ont d'ailleurs gagné 6-1 contre la Nouvelle-Zélande, mais la Suède a battu l'Australie, qui a quand même Sam Kerr dans sa formation. C'est qui joue à Chelsea, c'est une des meilleures joueuses au monde. La Suède s'assure d'une certaine manière la tête du groupe et ça pourrait. On ne sait jamais hein, que les Olympiques, ça va favoriser peut-être au tour éliminatoire de tomber sur un adversaire beaucoup plus prenable. Pour ce qui est des États-Unis, ça ne changera peut-être rien, mais j'espère que les adversaires vont regarder ce match-là avec attention et noter les points qui pourraient être importants si on veut battre cette équipe-là, même si on considère que probablement les Américaines vont apporter des ajustements pour éviter que ça se reproduise
parce que justement, quand tu t'exposes comme ça, tu ne veux pas montrer à nouveau tes points faibles, tu veux pouvoir corriger la situation. Elles ont le talent pour le faire, mais j'ai le sentiment malgré tout que c'est dans l'approche psychologique que tu es capable de battre cette équipe. Américaine si on veut arrêter de croire qu'elle est invincible à ce point-là. Ça peut être une leçon même pour l'équipe canadienne qui, pendant ce temps-là, a fait un match nul contre le Japon. Beaucoup ont dit que c'est un match nul décevant parce qu'on avait l'ascendant sur le match et qu'on aurait pu le gagner. On a finalement réussi à battre le Chili grâce à Janine Becky qui a enfin sorti un peu de sa coquille dans ce match. Je suis un peu dur avec elle, mais on a l'impression qu'en sélection, elle n'est pas aussi bonne qu'en club. Et finalement, dans ce match-là, elle sort enfin du lot, malgré un poteau sur un penalty. J'espère que ça va la débloquer de sa coquille parce que le Canada a besoin d'une Janine Becky à 110% pour être capable de produire, parce que du côté du Canada, on va en avoir besoin pour la suite du tournoi si on veut espérer aller chercher une médaille et qui sait peut-être causer une surprise. Moi, je continue de penser que les Américaines, malgré toute la puissance qu'elles démontrent, ça reste des êtres humains et c'est une équipe qui peut être battue. La Suède a maintenant pavé la voie. C'est aux autres sélections, surtout celles qui en ont les moyens, il y en a là, dans les Olympiques, à trouver une façon d'aller chercher cette équipe-là aux Olympiques et de les priver de la médaille d'or que l'on considérait peut-être déjà donnée avant d'être gagnée. Oui, mais en même temps aussi, ça peut être la meilleure chose qui est arrivée aux Américaines depuis 54 matchs. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. C'est ce que j'ai dit aussi. Une petite piqûre de rappel. À un moment donné, il y a beaucoup de leadership. Mais des fois, on a déjà vu des équipes après une défaite comme ça, après une longue série de victoires. On ne resserre pas les plats deux fois. Ça m'étonnerait que les Américaines en gagnent 54 autres de suite maintenant. Je pense qu'elles vont en perdre une ici et là, et pourquoi pas maintenant. Mais bon, tu as tout à fait raison. Il y a une piqûre de rappel. Peut-être qu'elles vont gagner la médaille d'or quand même, mais écoute, à ce moment-là, on dira que c'était prévisible. Mais on notera quand même, malgré tout, ça sera écrit là. C'est une équipe qui peut être battue. La Suède aura réussi à faire ce que personne n'avait réussi au cours des dernières années. Tu l'as dit, ça remonte à longtemps, la dernière fois qu'on a vu les Américaines perdre un match. Exactement. Ben, en tout cas, Mathieu, merci beaucoup d'être venu au podcast. C'était très intéressant. On a passé par toutes sortes de sujets. Ouais, s'il vous plaît, n'allez pas chez le psy après l'émission. Ne soyez pas dépressifs, au contraire. On s'amuse très bien ici, au sein de Culture Soccer, à avoir le plaisir de vous parler de foot. Et je salue d'ailleurs tous les collaborateurs et collaboratrices là, en ce moment, et même ceux qui sont en vacances actuellement. Alors, je les salue parce que vous faites un travail exceptionnel. Et c'est un site, là, si vous ne le connaissez pas encore, que je vous encourage à aller découvrir. On a aussi le podcast CS à l'érable que je vous encourage à aller écouter. On a hâte d'entendre la suite pour parler justement de la sélection canadienne aux Olympiques et aussi de la CPL et aussi du Canada à la Gold Cup qui joue aujourd'hui son match contre le Costa Rica. Exactement, et on a donné des prédictions positives, donc on croise les doigts pour que ça se produise. Oui, on a un petit parti pris, mais faut pas trop en parler. Mais en tout cas, écoute, merci Mathieu. Tu as tout plugué, qu'est-ce qu'il fallait plugger. Ah ouais. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Pas trop en mal. Non, mais je parlais surtout pour l'ensemble du foot parce que ça a été un sujet qui est revenu souvent. Est-ce qu'on parle beaucoup de foot à cause du hockey et de la Coupe Stanley qui a monopolisé l'attention? Moi, je dis non, au contraire, parlons-en du foot et n'ayons pas peur d'en parler. C'est ce qu'on fait ici, mais entre vous, là, chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas à en parler aussi. Vous êtes constamment là avec nous depuis le début. Puis voilà, continuez de le faire. Continuez de faire montre de votre passion. C'est ça qu'il faudra retenir de positif à la fin de cette émission. Oui, exact. C'est des très beaux mots, Mathieu. Donc, merci à toi d'être venu et merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.